Bonjour Lorenzo. Bonjour. Alors moi j'ai pris l'habitude de tutoyer tous les invités, ça pose pas de problème. Ça me va. Alors, je joue pas de guitare par contre. moi non plus. Donc tu es cofondateur de Paradisio Media qui est un studio de podcast. Exactement. Mais avant, j'ai envie de parler un peu de ton passé et de ton parcours parce que je trouve ça très intéressant et tu as très vite compris le potentiel du numérique, parce que tu es derrière quelque chose qu'on connaît peut-être tous, en tout cas ma génération des millennials, c'est le studio Bagel. Est-ce que tu peux nous expliquer quel était le concept initial du studio Bagel et comment ça a évolué dans le temps? Le Studio Bagel, c'était un collectif d'humoristes qui faisait des vidéos sur une chaîne. Et ensuite, c'est devenu un réseau de talents grâce à l'aide de YouTube qui nous avait financé au début. Et très rapidement, c'est devenu un moyen de aussi détecter des talents, de créer des nouveaux concepts. Et on a eu la chance d'avoir l'opportunité d'intégrer le groupe Canal. Et ensuite, on était les têtes chercheuses du groupe Canal. Et en interne, en fait, on développait des concepts et on travaillait en fait sur la circulation, comme dans un incubateur, entre le digital et la télévision. Et donc voilà, on est assez fiers d'avoir été à l'origine d'à peu près une vingtaine de talents qui aujourd'hui maintenant sont soit encore sur Canal, soit sont dans des séries ou sont même réalisateurs ou réalisatrices ou autrices de projets, de séries. Donc voilà, donc c'était ça le Studio Bagel. À l'époque. Et justement, ça représentait quoi déjà pour toi le numérique à l'époque? Parce que tu as très vite investi dans ce champ-là. Ça représentait quoi la création sur ces plateformes? La création sur ces plateformes, c'était une grande liberté, tout en ayant quand même une incertitude sur le business model, enfin sur le modèle économique en parlant français, mais une grande liberté de tester des formats sans pression en fait. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait il n'y avait pas un enjeu économique très important, en tout cas à l'époque, et donc on pouvait vraiment se laisser aller à inventer des concepts. Voilà. Et donc c'est ça aussi le pouvoir, je pense, de ce média qui est maintenant devenu le mass média numéro 1, mais qui à l'époque, disons, était plus regardé comme un espace, une antichambre en fait, de médias plus importants, sur lesquels il y a plus de pression et sur lesquels la pression est telle qu'on ne peut pas souvent être créatif parce qu'il y a des contraintes, il y a des process. Voilà, c'est ça que ça nous a apporté comme liberté. Et justement, le studio Bagel a fini par être racheté par Canal+. Ouais. Tu en parlais parce que tu as travaillé ensuite. Donc c'était en 2014, c'est ça à peu près? C'est ça, en 2014, ouais. Racheté. Et donc toi, finalement, tu as aussi quitté finalement l'aventure Canal+ pour te lancer dans le podcast. Comment elle est venue cette idée de tout quitter ce que tu avais déjà bien construit? Le studio Bagel marchait super bien, c'est des millions de vues par an. Donc pourquoi avoir quitté et t'être lancé dans l'aventure du podcast? En fait, c'est un déclic qui vient de l'audio. En fait, j'ai pris conscience qu'à un moment donné, le format audio pouvait être un format très intéressant à explorer. À Canal+, en fait, quand le Studio Bagel a été intégré, j'ai pris la direction de la création digitale. Et à ce titre, on a testé un certain nombre de séries, de formats nouveaux. Voilà, et donc à ce titre-là, on a créé une série qui s'appelle Calls avec Timothée Hochet, qui était l'auteur de cette série et le réalisateur. Et cette série-là, c'est une série assez iconoclaste, un écran noir, des gens qu'on découvre uniquement à travers leur voix. On en a fait 3 saisons. Le format s'est développé à l'international puisque Apple l'a acheté pour une adaptation en fait, avec Pedro Pascal, Laura Harry, un casting américain. Donc c'était assez vertigineux. Et ça m'a fait comprendre qu'en fait l'audio, c'était un média très puissant qui commençait à monter, je parle de ça, on était en 2018, qui commençait à monter dans la consommation. Ça arrivait des États-Unis en fait, on avait les podcasts américains qui commençaient à marcher. Et donc ça a été le déclic. Et à partir de là, j'ai quitté Canal, j'ai levé des fonds sur ce positionnement-là et sur aussi le fait que le marché de l'audio commençait à exploser en termes d'usage. Aujourd'hui, en France, tu as 25% de la population française qui écoute des podcasts. Aux États-Unis, tu en as 35%. Et dans des pays comme le Brésil ou la Corée, tu dépasses les 50% de gens qui écoutent des podcasts régulièrement. Donc il y a un vrai besoin de contenu. Et justement, c'est quoi la différence entre ton studio de podcast, donc Paradisio, et les autres studios de production de podcasts? Alors la différence, c'est que nous, on est positionné sur des genres de programmes qui justement sont exportables. La fiction, le documentaire et la jeunesse, par opposition par exemple au talk, au magazine, où c'est plus lié au pays ou au host, enfin à l'incarnante comme toi. Donc en fait, nous, ça c'est la première originalité. Donc je peux pas faire de podcast avec Si, tu peux, bien sûr. On peut s'en parler après si tu veux. Et l'autre originalité, c'est qu'on est basé à Paris, mais on est aussi basé aux États-Unis. On a ouvert un bureau très rapidement, 6 mois après la création. Et du coup, on travaille avec notre équipe là-bas, qui est une équipe américaine, pour
d'emblée faire des productions en français, en anglais, et maintenant on en sort aussi en allemand, en espagnol, en italien. Donc c'est les deux différences avec les autres studios qui sont installés en France et qui font des choses géniales par ailleurs. Oui, c'est juste, on n'est pas en train de faire une différenciation. Moi, j'avais écouté un podcast justement que j'aimais bien, c'était l'affaire B52, c'est ça, si je me trompe pas. C'est un des tout derniers trucs qu'on a sorti en juillet. Voilà, et je l'avais reçu dans un courrier presse. Est-ce que tu peux, parce qu'il est très intéressant, parce que je pense qu'il dit beaucoup de choses sur le fonctionnement de Paradisio. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu c'est quoi ce projet de podcast, ce qu'il raconte et comment il est réalisé et produit? C'est ça qui est intéressant aussi. Alors en fait, c'est vrai que l'avantage de l'audio, c'est aussi de pouvoir aller là où la caméra ne peut pas aller. Donc on a eu accès à un informateur, disons un policier qui est resté anonyme pour des raisons de sécurité aussi pour sa personne, qui nous a raconté un peu l'affaire de sa vie, l'affaire où il a arrêté le neveu de Pablo Escobar, qui voulait monter un trafic, je le dis en rigolant mais c'est pas drôle, mais qui voulait monter un trafic directement entre la Colombie et la France. C'était une opération qui a mis en œuvre une collaboration entre la DEA aux États-Unis, qui est vraiment l'administration qui lutte contre la drogue, les stupes en France et les stupes espagnoles aussi. Et donc on raconte toute cette opération-là et aussi on raconte l'intimité des policiers. C'est Constance Villanova, qui est à l'origine d'ailleurs du collectif Double Peine, dont on parle beaucoup en ce moment, qui a incarné le podcast, et c'est sorti en juillet. Et ce que ça dit du modèle, pour aller dans le sens de ta question, c'est que c'est aussi une manière de raconter des histoires qui peuvent peut-être avoir une deuxième vie un jour. Je dis pas que on va l'adapter forcément tout de suite en documentaire, en tout cas pas ce projet-là, mais d'autres projets font l'objet d'adaptation en bouquin ou en série ou en film. C'est ce que j'allais te dire, en fait, il y a une dimension scénaristique en fait, d'écriture qui est pensée, c'est pas comme des talks sans vouloir dénigrer les talks, pas du tout, mais voilà, il y a une dimension scénaristique qui est très importante de la manière dont on raconte une histoire, et justement, comment on raconte une bonne histoire en podcast? C'est quoi les secrets pour faire une bonne histoire? Alors c'est une question assez difficile, mais je pense que c'est compliqué de tricher en audio. L'image te permet d'avoir un habillage, une réalisation qui peut parfois faire illusion. En audio, il faut déjà avoir une excellente histoire. Mais je dirais qu'avant tout, il faut surtout avoir un personnage qui peut s'exprimer sur le sujet ou qui a une attache intime au sujet. Et donc ça, c'est un petit peu notre ligne. C'est d'abord trouver des talents, c'est d'abord donner une voix à des gens qui n'en ont pas ou qui en ont peu, ou en tout cas pas dans le secteur de l'audio. C'est là-dessus qu'on est concentré. C'est le secret, on va dire, je sais pas, mais en tout cas, c'est une des voies pour raconter une bonne histoire en podcast, je pense. Merci beaucoup en tout cas d'être venu présenter Paradisio Media sur la scène de l'Ampli. Bonne continuation. À bientôt.